Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Stéphane Gaudry et je vais vous parler de l'insuffisance rénale aiguë de l'adulte et en particulier de ses étiologies, de sa prise en charge et de son pronostic. Voici les objectifs pédagogiques pour cette présentation. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer en rapport avec l'insuffisance rénale aiguë. Nous suivrons un plan classique en parlant tout d'abord des étiologies. Certaines notions ont déjà été vues dans le cours précédent mais seront rappelées. Puis nous parlerons de la prise en charge générale et spécifique, ainsi que du pronostic de l'insuffisance rénale aiguë. Commençons tout d'abord par les étiologies. Lorsqu'on s'intéresse à l'insuffisance rénale aiguë obstructive ou post-rénale, les causes les plus fréquentes sont les lithiases urinaires, les atteintes prostatiques, qu'elles soient hypertrophiques, bénignes de la prostate ou des atteintes infectieuses comme la prostatite aiguë, et les tumeurs malignes compressives qui peuvent être d'origine de différents organes, la vessie, la prostate, la sphère génitale, en particulier chez la femme, les urtères, le côlon ou certaines adénopathies rétropéritonéales. Les causes plus rares sont également à connaître, les complications de certaines chirurgies, comme la chirurgie urologique, digestive ou vasculaire, les fibroses rétropéritonéales, qui sont un ensemble de pathologies de causes variées, causes médicamenteuses, post-radiques, post-infectieuses pour les plus fréquentes, et puis parfois également on trouve des obstructions de matériel, comme les obstructions du matériel qui permet de dériver les urines, comme les sondes urinaires, les sondes Gigi ou les néphrostomies. Les causes de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle sont simples. Ce sont les causes le plus souvent d'hypovolémie, la diarrhée, les vomissements, la diminution des apports, la prise de diurétiques ou des hémorragies. Mais parfois, le contexte est un peu différent et vous verrez que la prise en charge est également différente, comme dans le syndrome cardio-rénal de type 1, où il n'y a pas d'hypovolémie, mais où il y a une insuffisance rénale aiguë dont le profil urinaire est fonctionnel. Nous y reviendrons dans la prise en charge. L'insuffisance rénale aiguë organique de type nécrose tubulaire aiguë a de nombreuses causes qui peuvent parfois coexister. Les états de choc, le sepsis, l'utilisation ou l'exposition à des produits néphrotoxiques comme les produits de contraste, certains antibiotiques comme les aminosides ou la vancomycine ou des antiviraux comme l'aciclovir ou le foscarnet. Des causes un peu moins fréquentes mais qui doivent être connues, la rhabdomyolyse, l'hémolyse, la CIVD ou la pancréatite aiguë grave. Il existe d'autres causes d'insuffisance rénale aiguë organique, et donc qui ne sont pas des nécroses tubulaires aiguës. Ce qu'il faut retenir, c'est que le tableau clinico-biologique est alors très différent de la nécrose tubulaire aiguë. En particulier, on a rarement affaire à des patients hypotendus en état de choc ou en état septique. Dans le cadre des causes d'insuffisance rénale aiguë organique qui ne sont pas des nécroses tubulaires aiguës, le contexte est différent. On a souvent affaire à des patients hypertendus avec des signes extra-rénaux, des protéinuries abondantes, voire des hématuries. On classe usuellement ces autres causes d'insuffisance rénale aiguë organique selon qu'elles atteignent le glomérule, ce sont les atteintes glomérulaires, l'espace tubulo-interstitiel, ce sont les atteintes tubulo-interstitielles, ou les vaisseaux, ce sont les atteintes vasculaires. Il faut retenir que dans ce contexte-là, il y a très souvent une indication à réaliser une ponction biopsie rénale afin justement de préciser l'atteinte et de faire le diagnostic. Les atteintes glomérulaires aiguës avec insuffisance rénale aiguë définissent le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive, ou GNRP, qui associe l'insuffisance rénale aiguë, une protéinurie abondante supérieure à 1 g par jour, une hématurie et parfois une hypertension artérielle. Je vous ai mis sur cette diapositive l'image histologique de prolifération extracapillaire
avec la fameuse glomérulonéphrite accroissant. Les causes de ces atteintes glomérulaires aiguës sont les vascularites des petits vaisseaux. Il y en a plusieurs. Les fameuses vascularites à ANCA pour anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles. Elles sont classées en 3 catégories. Les polyangéites granulomateuses à éosinophiles, ancienne maladie de Sjögren-Strauss. Cette polyangéite granulomateuse à éosinophiles se manifeste au-delà de l'insuffisance rénale aiguë, souvent par une atteinte pulmonaire, principalement de l'asthme. Il faut y penser devant donc un asthme, une hyperéosinophilie et une insuffisance rénale aiguë. La deuxième est la granulomatose avec polyangéite, ancienne maladie de Wegener. Celle-ci se manifeste par des atteintes ORL, en particulier de la destruction de la paroi nasale ou des sinusites à répétition, mais également par des atteintes pulmonaires comme des hémorragies intra-alvéolaires. Enfin, la polyangéite microscopique, quant à elle, se manifeste bien entendu toujours par son atteinte rénale, mais également avec des atteintes pulmonaires et neurologiques possibles. Après les vascularites en cas, on trouve la maladie de Gout-Pasture, qui est caractérisée par la présence d'anticorps anti-membrane basale glomérulaire et va donc donner une atteinte à la fois rénale et pulmonaire avec des hémorragies intra-alvéolaires au niveau du poumon. Les autres sont plus rares. On note le purpura rhumatoïde, les cryoglobulinémies et puis les vascularites secondaires qui peuvent être secondaires au lupus érythémateux aigu disséminé, aux endocardites infectieuses ou à d'autres infections. Enfin, les atteintes tubulo-interstitielles aiguës, regroupées sous le nom de néphropathie tubulo-interstitielle aiguë, NTIA, associent de l'insuffisance rénale aiguë, une protéinurie tubulaire de faible abondance, inférieure à 1 g par jour, et souvent une leucocyturie qui, dans le contexte, est évocatrice. Les causes principales d'atteinte tubulo-interstitielle aiguë sont la pyélonéphrite aiguë bilatérale ou sur rein unique, les néphropathies tubulo-interstitielles aiguës immunoallergiques. Il faut alors rechercher dans ces contextes des manifestations extra-rénales comme des éruptions cutanées, de l'asthme, de la fièvre, une hyperéosinophilie ou des adénopathies. Et en cas d'atteinte multi-organes, qui peuvent parfois être graves, on évoque le DRESS syndrome pour Drug-Induced Rash with Eosinophilia and Systemic Syndrome. Enfin, les tubulopathies myélomateuses, du fait de la précipitation des chaînes légères, peuvent donner des atteintes tubulo-interstitielles aiguës. Les atteintes vasculaires aiguës, quant à elles, sont à évoquer en particulier lorsqu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire sévère, voire très sévère, qu'on peut parfois qualifier d'hypertension artérielle maligne. On trouve également, dans ce contexte-là, une protéinurie et une hématurie. Les atteintes vasculaires aiguës sont soit dues à l'occlusion des gros vaisseaux, soit dues à des atteintes des artérioles et des capillaires intrarénaux. Pour l'occlusion des gros vaisseaux, on l'évoque devant des douleurs lombaires importantes et toujours une hypertension artérielle importante. Elle peut être due à la thrombose d'artère rénale ou la thrombose de veine rénale. Concernant les atteintes artériolaires et capillaires, on y retrouve les microangiopathies thrombotiques qui doivent être évoquées devant une anémie hémolytique mécanique associée à une thrombopénie. On y retrouve au sein de ces microangiopathies thrombotiques le syndrome hémolytique et urémique, le CHU, qui a une présentation particulièrement orientée sur l'insuffisance rénale aiguë et qui est une situation qu'on retrouve parfois fréquemment chez l'enfant. Le purpura thrombotique thrombocytopénique, le PTT, quant à lui, a une présentation rénale et neurologique. Il y a également les maladies des emboles de cholestérol. Ces maladies sont dues à des traumatismes de la plaque d'athérome, en particulier lorsqu'il y a une cathétérisation artérielle, par exemple après une coronarographie. Elle associe une insuffisance rénale aiguë, des lésions
cutanée, comme par exemple le syndrome des orteils pourpres, et une hyperéosinophilie est souvent retrouvée. Et puis enfin, il y a la néphroangiosclérose maligne, qui est la conséquence de l'hypertension artérielle maligne. Parlons maintenant de la prise en charge générale de ces malades. Un premier message est que, quoi qu'il arrive, dans le contexte d'insuffisance rénale aiguë et quelle que soit sa cause, il faut éviter d'utiliser tant que possible des médicaments néphrotoxiques, comme par exemple des antibiotiques de type aminoside. Néanmoins, il faut toujours aussi évaluer le rapport bénéfice-risque et parfois nous sommes amenés à utiliser des médicaments qui, bien que néphrotoxiques, ont un avantage qui fait que nous les utilisons. Deuxième élément important, pour les médicaments et l'insuffisance rénale aiguë, il faut adapter la posologie des médicaments à élimination rénale. Pour cela, vous pouvez utiliser des référentiels comme le Vidal ou le GPR qui est disponible sur Internet à l'adresse sitegpr.com. Enfin, il faut adapter en fonction de dosage et donc il ne faut pas hésiter à proposer des dosages des médicaments, en particulier des antibiotiques, pour savoir exactement quel est leur taux plasmatique et adapter la posologie. Devant toute insuffisance rénale aiguë, il faut dans un premier lieu rechercher les complications graves de cette insuffisance rénale. En premier lieu, l'hyperkaliémie doit être évoquée devant des signes électrocardiographiques comme des ondes T amples, pointues et symétriques, des troubles de la conduction auriculaire ou auriculo-ventriculaire et des élargissements des QRS, voire des bradycardies à QRS large. Le traitement en urgence associe en général de l'insuline et des bêta-2 mimétiques. L'œdème pulmonaire de surcharge est évoqué devant une insuffisance respiratoire aiguë et des opacités alvéolaires bilatérales à la radiographie de thorax. Il peut être traité dans les cas simples par des diurétiques de Lens, si la diurèse est bien entendu conservée. L'acidose métabolique, fréquente en réanimation et aggravée par les états de choc, le traitement peut être relativement simple, médical, par la perfusion de bicarbonate. L'élévation de l'urée plasmatique est souvent asymptomatique, néanmoins, elle peut favoriser des saignements et dans des situations exceptionnelles et qui ne se retrouvent pas en réanimation la plupart du temps puisqu'il s'agit de complications de patients en insuffisance rénale chronique terminale, eh bien, on peut retrouver des péricardites urémiques ou des encéphalopathies hyperurémiques. Les indications en urgence de la dialyse découlent de ces complications. Il s'agit de l'hyperkaliémie sévère résistante au traitement médical, de l'œdème pulmonaire de surcharge chez le patient anurique et chez qui les diurétiques n'ont pas été efficaces, et de l'acidose métabolique profonde résistante au traitement médical. En l'absence d'urgence, on discutera l'épuration extrarénale, la dialyse, si l'hyperurémie élevée reste supérieure à 40 mmol par litre pendant un certain temps, et si le patient reste oligoanurique pendant plus de 3 jours. La prise en charge spécifique de ces malades, je parlerai ici de quelques cas particuliers. Dans le cadre de l'insuffisance rénale aiguë obstructive, il faut dans un premier temps dériver les urines en urgence. En cas d'obstacles vésicaux, on peut utiliser un sondage urinaire simple ou, dans certains cas, un cathéter suspubien. Je rappellerai ici qu'en cas de prostatite, il existe une contre-indication au sondage urinaire car cela peut aggraver le sepsis du patient et donc il faut utiliser un cathéter suspubien. Les obstacles urétéraux, quant à eux, sont traités par la pose de sonde JJ ou de sonde urétérale. On peut également faire des néphrostomies percutanées pour dériver les urines via ces néphrostomies. Enfin, et il est important de le savoir, il peut y avoir, après la levée de l'obstacle et la dérivation de ces urines, des syndromes de levée d'obstacle qui se manifestent par une polyurie pouvant se compliquer d'hypovolémie et de troubles métaboliques, et ces patients doivent être surveillés en soins intensifs. En fonction de la cause de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, le traitement peut être très différent. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une déshydratation, d'une hypovolémie, on va proposer un remplissage vasculaire par des cristalloïdes,
dans le cadre du syndrome cardio-rénal de type 1, qui est la décompensation cardiaque associée à une insuffisance rénale aiguë, eh bien dans ce cas-là, c'est l'inverse. On va plutôt favoriser le traitement par des diurétiques de l'anse, du furosémide. Le traitement de l'insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë n'est pas spécifique. Il s'agit de corriger les facteurs d'agression et également d'optimiser l'hémodynamique de votre patient. Qu'en est-il du pronostic de ces patients victimes d'insuffisance rénale aiguë? La première notion importante à envisager est la réversibilité de l'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire à quel moment le patient va présenter une récupération de sa fonction rénale. Elle dépend bien entendu, cette réversibilité, de la cause. Par exemple, en cas d'insuffisance rénale aiguë obstructive, dès que les urines sont dérivées, il va y avoir une amélioration rapide de l'insuffisance rénale aiguë. C'est le cas également de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle liée à la déshydratation. Dès que le patient sera réhydraté, eh bien, l'insuffisance rénale aiguë rentrera dans l'ordre. Ça n'est pas le cas pour l'insuffisance rénale aiguë organique de type nécrose tubulaire aiguë, pour laquelle il peut y avoir un temps beaucoup plus long pour la récupération rénale, allant jusqu'à 3 semaines. Mais certains patients vont récupérer au bout de 5 jours, 10 jours, 15 jours. Il existe néanmoins, il faut le savoir, un continuum entre insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et organique qui fait que certains malades vont récupérer au bout de quelques jours, d'autres au bout de quelques semaines. Message important, si un patient n'a pas récupéré au bout de 3 semaines, alors il faut évoquer une autre cause que la nécrose tubulaire aiguë, les causes que nous avons vues précédemment, et donc proposer éventuellement une ponction biopsie rénale. Dernier message important, il existe maintenant de nombreuses preuves dans la littérature que l'insuffisance rénale aiguë, même lorsque elle a récupéré et que la créatinine est revenue à sa base à la fin de l'hospitalisation, eh bien, est associée à un risque d'insuffisance rénale chronique. Il existe donc probablement des séquelles à long terme de ces épisodes d'insuffisance rénale aiguë. Voilà quelques messages que je vous propose de retenir. L'hypertension artérielle dans le contexte d'insuffisance rénale aiguë doit vous faire évoquer une cause organique autre que la nécrose tubulaire aiguë, et c'est la même chose pour la protéinurie abondante qui doit également vous orienter vers une autre cause que la nécrose tubulaire aiguë. Il faut éviter l'utilisation des médicaments néphrotoxiques tant que possible. Les indications de la dialyse en urgence sont au nombre de 3, l'hyperkaliémie sévère résistante au traitement médical, l'œdème pulmonaire de surcharge résistant au traitement par des diurétiques de l'anse, et l'acidose métabolique profonde résistante au traitement médical par la perfusion de bicarbonate. Et enfin, pensez à dériver les urines en cas d'insuffisance rénale aiguë obstructive. Je vous remercie de votre attention.